Alors, voilà l'extrait du quotidien. Alors, quand on dit code noir, ça parle qu'à nous, ça, j'ai l'impression. À nous, parce qu'on se demande encore aujourd'hui, je pense que ça va être le sujet pour le Martinique, le code noir. On se demande, nous, est-ce que c'est appliqué toujours en Outre-mer? À répondre comme ça, la plupart, on dirait oui. Pour ceux qui sont là encore là sur le chat, dites-moi. Est-ce que le code noir est appliqué dans les Outre-mer? Hugues, est-ce que tu connais le code noir, toi? Alors, j'en ai entendu parler depuis qu'on discute ensemble depuis maintenant 2 ans. C'est très intéressant de toujours aller à la racine des textes pour savoir s'ils existent ou pas. Hein. Mini parenthèse, c'est exactement le même problème de savoir pour le droit alsacien pourquoi il est toujours en vigueur ou pas. C'est du droit allemand. Et en fait, on s'aperçoit que certaines choses ne sont pas abrogées. Donc, ça serait intéressant sur le plan historique du droit de vérifier effectivement que dans l'Assemblée nationale, et en plus, ça date de la monarchie, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Ça demande de faire un fouillage général. Mais on pourrait considérer, partir de l'hypothèse que jusqu'à ce qu'on prouve que ça n'existe plus, que ça a été abrogé, il est toujours en vigueur. Et à défaut d'être un droit vivant et réel, il y a son état d'esprit qui est là. Et en plus, il y a le statut des béquets, notamment en Martinique, où il y a ce statut particulier de cette oligarchie qui se comporte comme si ce code existait encore. Donc, ouais, il y a l'aspect un petit peu, on va dire, spirituel et symbolique, mais qui a une justification éventuellement juridique, mais il ne faut surtout pas déterrer. Parce que dans ce cas-là, je reviens sur l'Alsace, on apprendra plus tard, chose que j'ai découverte par l'Alsacien qui m'a appris tout ça, que tu as des lois nazies qui sont toujours en vigueur en Alsace, par exemple. Donc, est-ce que le code noir est toujours en vigueur et applicable? Mais est-ce qu'il est appliqué? Non, parce que vous n'avez pas des chaînes, il n'y a pas tout ça. Mais il y a son état d'esprit. Et il y a son état d'esprit parce qu'il n'est pas abrogé. Alors moi, dans le cahier d'exigence de Carmo, pour la prochaine constitution, je viens d'écrire « J'exige l'abolition du livre noir dans les Outre-mer ». Voilà. Parce qu'on a notre cahier d'exigence de Gilles. Alors, c'est pas le livre noir, c'est le code noir. Le code noir, pardon. Et j'ai marqué le code noir conçu par Colbert est toujours en vigueur en 2026 dans les Outre-mer. Cahier d'exigence de Carmo pour la prochaine constitution de la France et des Outre-mer. Bravo Hugues. Merci. Après, je pense que, bon, si Soupa était là, il aurait dit quelques mots, mais je pense que ça va être son sujet pour la Martinique. Je fais la transition pour lui. Parce que on peut le voir, nous, les Outre-mer, hein, les différents territoires, procès, par exemple. Il y a des trucs dans les tribunaux qui se passent que chez nous, ça. Tu verras jamais ça en France. Parce que des fois, il y a des avocats qui viennent sur les territoires martiniques ou même en Guyane défendre des dossiers, pas citer trop de violence, n'est-ce pas, qui sont étonnés de voir certaines règles appliquées dans les tribunaux, alors que on ne fait pas ça en France, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, répondre à la question, est-ce que c'est appliqué dans les territoires colonies? Dans certains cas, oui, quand ça les arrange, bien sûr, évidemment que oui. Que vous ne pouvez pas le voir, vous, en fait. Mais vous commencez à voir, d'ailleurs. Regardez. Non, mais pour des gens comme Hugues, excuse-moi, quand je dis des gens comme Hugues, c'est-à-dire des gens qui sont attachés à la justice, qui sont attachés à, comment dire ça, au bien vivre ensemble, ça semble lunaire en fait. Mais même pour, d'ailleurs, comme elle le dit, mes avocats, mais aussi les partenaires, à chaque fois, par exemple, parce qu'en plus, nous, Trop Violence, effectivement, merci Marie, nous sommes le bon exemple. Et donc, on se rend compte que là, en plus, on est sur un dossier en Guyane c'est de la corruption. C'est quoi? Certains vont dire c'est de l'incompétence. On va oser dire que c'est de l'incompétence, ce dossier-là, mais c'est quoi? C'est qu'en fait, dans un dossier de foncier, à un moment donné, on a une institution qui a utilisé un acte fourni normalement, géré par la préfecture, fourni par des greffiers, donc des actes, tu vois, normalement protégés,
Ils ont fourni un acte falsifié parce qu'à la main, on a ajouté une motion dessus pour faire rentrer la parcelle de foncier de la personne dans la procédure. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas trop vous embrouiller, mais je veux dire que le faux est prouvé en fait. Depuis août 2025, le plaignant a déposé son dossier, c'est les juges, il a tout fait. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Ne serait-ce que faire cesser le trouble, envoyer des enquêteurs, tu vois, pour pouvoir aller prendre les documents, que ce soit à la préfecture, que ce soit à la mairie, que ce soit où tu veux, aller faire cesser le trouble. Personne ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il est urgent, comme je disais pour les policiers, il est urgent de se protéger les uns les autres. Il est urgent de ne surtout pas faire admettre à la face du monde, mais que de la Guyane s'il faut, à la face de la Guyane, qu'il est possible en fait de modifier, je sais pas comment on dit, d'attaquer un document légal en fait qui est censé être protégé, parce qu'en plus, le pire c'est que ce document-là a été utilisé dans une autre affaire par la préfecture elle-même pour se défendre. C'est-à-dire que la préfecture a utilisé un document où tu vois très bien que c'est un faux pour pouvoir se défendre. Donc, tu vois, nous, mais ça peut être aussi peut-être sur quelques dossiers dans l'Hexagone. Mais notre problème dans les Outre-mer, c'est que c'est systématique. Dès qu'il y a la population face aux institutions, les institutions, autant qu'elles sont, doivent se protéger. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'on dit, excusez-nous, nous sommes toujours en colonie, en fait. Parce que derrière, nos droits ne sont pas forcément respectés en tant que tels. C'est-à-dire qu'il faut se protéger. Alors, partout, les femmes de gendarmes ou les gendarmes, par exemple, ont une femme qui va travailler dans un tribunal. Mais quand c'est en France, bon, voilà, on va dire que c'est sur des millions de personnes, mais quand c'est sur un petit bout de caillou, comme on a dit tout à l'heure pour la Réunion, un petit bout de caillou, c'est dommageable en fait, parce qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus rien. L'autre, elle travaille, il est gendarme, l'autre, elle travaille au tribunal, et en fait, on se rend compte que les affaires où son mari potentiellement est impliqué, ben, ça ne va pas marcher, ils vont se protéger les uns les autres. Exemple. J'aimerais clarifier mon propos sur le fait de l'esprit du Code d'Ivoire. Parce que le comparatif avec l'Alsace n'est pas innocent et peut être très utile. L'Alsacien en question, qui ne se cache pas, parce qu'il a fait une vidéo avec Nexus, Jean-Luc Filzer, a témoigné que, par exemple, quand il a voulu se défendre et trouver un avocat spécifique pour droit alsacien, il avait droit à une liste. Tu sais, on va dans les tribunaux, on trouve les listes des avocats commis ou les listes de volontaires. Et en fait, cette liste était devenue cachée dans les sous-bassements, dans les casiers, dans les salles, dans les locaux des vestiaires du personnel. Et cette opacité de la liste, c'est une spécificité du droit allemand d'origine, en fait. Et il a fallu qu'il fasse intervenir le procureur qui est descendu dans les bureaux et dans les vestiaires pour dire mais pourquoi c'est caché, etc. Oh, alors le personnel qui le savait faisait semblant de ne pas savoir, mais en fait, il savait que c'était l'application indirecte, sous-entendue d'un droit allemand ancestral du Reich, alors qu'il était en France, hein, c'était il y a 10 ans, c'est dans les années qui viennent de passer. Et donc, il y a une sorte de connivence pour se dire, on ne va pas déterrer le truc, mais on considère, nous, fonctionnaires, juges, petits personnels oligarchiques qui dirigent tout ça, que c'est valable en fait. Et il y a un non-dit, si tu préfères. Moi, j'ai déterré, grâce à Jean-Luc, 2-3 points qui montrent qu'en fait, dans les textes de traduction nécessaires de l'allemand au français, tu as des falsifications avérées, mais il faut retourner à la source. Je suis allé jusqu'à chercher des textes écrits en gothique allemand de 1871 pour démontrer que la traduction faite par les fonctionnaires français était fausse volontairement. Tu vois ? Mais ça veut dire quoi en fait derrière ? Ça veut dire qu'ils ont tiré d'un vieux droit qui soi-disant n'est pas applicable une sorte d'interprétation qui leur permet de l'appliquer dans le droit actuel. Mais ils ne vont pas te dire d'où ça vient. Et donc, voilà. Ce que tu viens de décrire ou ce qu'ils vous font dans votre quotidien à La Réunion ou ailleurs dans toutes les Outre-mer, en fait, entre eux, ils s'auto-soutiennent en disant « T'inquiète pas, ça se note, s'il fallait vraiment un jour sortir la bombe atomique, on la sortira et on leur dira « Ferme ta gueule parce que le code noir, il est toujours là ». Tout comme on dira à certains Alsaciens « Taisez-vous parce que le droit nazi de 40 est toujours effectif et le droit du Reich, il est toujours valable puisque c'est en allemand ».
Et c'est ça que je veux dire par Voilà. l'esprit. C'est que c'est pas qu'un esprit, T'as c'est compris. que ça a une traduction réelle dans le comportement et dans les méthodes. Dans les Ils vont faits. surtout pas Dans les ils vont surtout pas ouvrir la boîte de Pandore. Non. Alors que juridiquement, elle est toujours là. Mais c'est l'Armageddon. Il ne faut pas s'en servir parce que sinon, ils sont grillés. Et aujourd'hui, ce qui est grave, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ne pas faire payer aux générations d'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'État, par exemple, aux Français en général, ne pas faire payer aux Français en général ce qu'ont subi nos ancêtres, mais qu'on continue de subir aujourd'hui. C'est pas la part des choses, elle est bien faite. En tout cas, sur nos territoires, il n'y a pas de stigmatisation, veulent jouer les victimes, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment, il n'y a pas d'attaque envers les Français. Il y a quelques-uns qui en profitent, et ça a toujours été, et on ne le changera pas. Mais derrière, ce que je veux dire, ce qui est grave, c'est la participation, le collabo de certains d'aujourd'hui qui, en fait, ferment les yeux pour pouvoir profiter, tu vois. Et on a des discussions moi j'ai des discussions assez ouvertes avec certains. Mais des crapultes, on aura toujours. Des crapultes, on aura toujours. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, oui, c'est bien. On vient dans la colonie 2.0 et on vient sur le territoire, que ce soit Guyane, Martinique, machin. Et puis, du coup, on a un avantage pendant 3 ans si tu es fonctionnaire, surtout les fonctionnaires. Si tu es fonctionnaire, pendant 3 ans, tu viens te dorer la pilule pour certains. Voilà, sur nos territoires. Mais en attendant, on a de vraies problématiques. Et certains, moi, je leur donne 1 an souvent. Ils vont être combattants, ils arrivent, non, mais c'est injuste, je vais me battre et tout. Mais c'est vrai que le système va se mettre en branle, même contre eux, qu'ils la ferment et leur dire, écoute, tu es là 3 ans, ferme-la et reste tranquille pour que tu puisses repartir. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des tribunaux, il y a une promotion, en fait. Quand tu passes sur les territoires d'outre-mer, tu vois ta carrière, et pas que les tribunaux, mais les tribunaux, c'est flagrant. Tu as une sorte ça te propulse, en fait, parce que tu es passé dans les outre-mer et que tu, et que tu as tenu 3 ans en tant que procureur, tu n'as rien foutu. Par exemple, en Guyane, là, les procureurs qui passent et repassent depuis 10 ans, ils n'ont pas réglé le problème du trafic de drogue, ils n'ont pas réglé le problème de leur paillage illégal, ils n'ont rien réglé comme problème. C'est pas leur but. Voilà, mais les gars sont promus, et donc ça reste toujours, en fait, aujourd'hui, ce système colonial. Donc voilà, c'est bien cette émission, Marie, on a pu… Mais dans le même registre, j'ai un ami paysan qui est dans l'Ardèche, en Ardèche, là où il y a les fameuses contaminations à la noix de coco, là, les fausses contaminations. Et il est très proche, malgré tout, en tant que gilet jaune, il a des copains gendarmes, parce qu'il l'a été lui-même pendant son service militaire. Et il a un ami colonel ou général gendarme à la retraite, en l'appelant, en disant « Ouais, tu pourrais pas nous soutenir et tout, nous les paysans. » Et le gars lui fait « Ah si, je suis tout à fait d'accord, mais je ne te défendrai que toi. » Et les autres, il lui fait « Mais les autres ?» « Oh ben écoute, les autres, je vais pas me sacrifier avec ma retraite tranquille. » C'est ça. Et en fait, le point commun de tout ça, et d'ailleurs c'est encore plus parlant, plus sournois et plus parlant en Alsace, mais beaucoup plus visible chez vous, c'est qu'en fin de compte, par exemple, je repense toujours à Gérard Jugnot qui joue le capot de service dans Papy fait de la résistance là. Il est balayeur, nettoyeur du musée, et puis quand la guerre arrive, il devient le capot. Et pourquoi ce genre de personnage est motivé, aigri et méchant? Parce qu'en fait, c'est cette petite classe intermédiaire qui est jalouse et qui est dans la logique de l'appropriation du fric, de la propriété, de la détention matérielle. Et ceux qui sont en haut montrent l'exemple en disant « on va tout prendre ». En Alsace, c'est la spoliation organisée façon nazie, on vous prend les trucs. Et dans les colonies, on vient, on s'installe, on prend tout ce qu'on veut. Les histoires d'expropriation parce qu'il n'y a pas de titre papier d'origine, mais que la préfecture en fabrique des nouveaux. Et en fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est le pognon, c'est l'intérêt matérialiste. Donc, si on réfléchit à une nouvelle constitution, un nouveau paradigme, il faut qu'on puisse inverser cette logique de dire nous, le peuple, pour que tout le monde soit heureux, on n'a pas comme priorité numéro 1 l'argent et le matériel, on a d'autres priorités qui sont plus immatérielles. Et c'est une réflexion importante à avoir pour tirer les leçons de ce qui vous est arrivé et de ce qui nous arrive aussi.
Mais tous ces gens-là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est le pognon et le luxe, le confort. Moi, je suis sûr que l'autoroute, là, au-dessus de la mer, qu'ils ont fabriquée à La Réunion, c'est parce qu'il y en a qui se sont dit, ouais, t'as vu, ça sera classe quand on va s'installer là-bas. C'est exactement ça. C'est m'étonnes. exactement ça. Tu vois, Bon, ben, j'ai deviné sans connaître tout le dossier. Alors, c'était facile. Alors, voilà pour moi, pour aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler. Pour cette spéciale La Réunion, bon, alors, la connexion d'Ivan ne tient pas. Il y a une fusée qui décolle, sûrement. Du coup, ça prend toute sa connexion. On va passer à la conclusion, le temps qu'Ivan se connecte. Et voilà. attends, et je viens de tester ma vitesse de connexion, parce qu'on m'a appris un nouveau truc, là, comme j'ai des problèmes tout le temps. Et Ouais. je suis à 700 mégas, je sais pas quoi, là, machin. Bon, normalement, c'est censé rouler, hein, mais mon Dieu. Ah, ok, d'accord. Ça roule trop vite, alors. Peut-être. Tu vois, ça, c'est nous encore. Tu sais, j'envoie la fusée, mais je n'ai pas la fibre encore. Apparemment, je n'ai pas la bonne fibre. J'ai une fibre, mais pas la fibre que vous avez dans l'Hexagone. Ouais, tu es presque. ta fibre est fibreuse. Tu es presque.